Marie-Josée Mpek est commerciale dans une entreprise de la place. Son loisir préféré, le cinéma. Tous les week-ends, elle se donne du temps pour aller voir un film. Ce jeudi, dans une des rares salles encore existantes à Abidjan, située en zone 4, elle vit sa passion. Comme on ne peut pas tout le temps rester à la maison, il faut sortir, venir dans les salles de cinéma. Il y a aussi une logistique qui est mise en place, le son est super intéressant. À la maison, c'est vrai qu'on a des home cinéma. Mais dans la salle de cinéma, encore les sons ressortent mieux et avec les lunettes 3D, on a l'impression de vivre le film pendant que le film passe. Comme elle, ils sont nombreux aujourd'hui ces cinéphiles qui prennent de leur temps en semaine ou en fin de semaine pour se faire plaisir en regardant des films sur écran géant, peu importe l'origine. Parce que j'estime qu'il faut pouvoir agrémenter ces soirées ici sur Abidjan et justement le cinéma c'est une bonne façon de pouvoir se détendre, seul ou en famille. Il y a eu une mutation au niveau des cinémas, donc il y a eu le passage de l'analogique au numérique. Il faut dire quand même que c'était un peu plus cher quand même. Et puis il y a eu la piraterie, donc la pollution des CD et tout ça, qui a fait que les gens s'asseyaient à la maison pour voir le film sur un ordinateur devenu au cinéma. Des propriétaires se sont vus contraints de céder leurs salles à des religieux ou des opérateurs économiques pour d'autres activités. Aujourd'hui, les choses semblent changer. Le public commence à fréquenter à nouveau les salles. Une situation à mettre au compte de la qualité des productions. Le cinéma refait surface timidement. Mais je crois qu'avec le temps, on n'aura même plus l'envie de regarder les films dans les vidéos, mais plutôt l'ambiance du cinéma. C'est ce qu'on voudra. Les gens viennent parce que les réalisateurs font plus d'efforts maintenant et puis c'est toujours bon de venir passer un bon temps au cinéma. J'apprécie deux aspects. Les histoires qu'on raconte vont bien au-delà d'un simple aspect comique ou de l'humour initialement. Aujourd'hui on raconte des histoires vraiment dramatiques qui suscitent l'émotion, qui demande qu'on réfléchisse un peu, parce que dans toutes ces histoires-là, on nous laisse un peu sur notre faim, et on nous laisse avec une certaine intrigue et on demande d'imaginer la suite. Donc à ce niveau-là, il y a un pas en avant, beaucoup de réflexions donc, qui viennent s'ajouter à ce qu'on avait déjà. Les Ivoiriens sont en train de revenir au cinéma, ça montre que les Ivoiriens sont en train d'accepter ce qu'on fait, et ça c'est tout ce dont on a toujours rêvé, franchement. Cette attention particulière des cinéphiles met une pression supplémentaire sur les jeunes réalisateurs et producteurs de films. Au départ, on se plaignait de la qualité, mais aujourd'hui, de plus en plus, la stratégie a fini par payer parce qu'ils font sortir des films aussi qui ont des connotations qualitatives. Donc, pour nous, Ivoiriens, franchement, d'apporter notre pied à l'édifice en produisant. C'est comme ça qu'on peut apprendre. Il y a quelques petites lacunes, mais c'est un exercice, le cinéma. Il ne faut pas leur en vouloir. Nous avons tous commencé comme cela, à nous exercer à travers des courts-métrages, avec des dérapages visuels, pas thématiques. Voilà. Mais c'est un exercice permanent. Donc la perfection s'opère au fur et à mesure des productions. Mais que deviennent nos monuments du cinéma ivoirien dans cette relance du 7e art? Les anciens sont là, je pense qu'ils ont envie de travailler. Mais ils n'ont pas la mentalité physique exprimée comme dans leur jeunesse pour se battre. Moi, je me suis battu, mais là, aujourd'hui, je ne peux plus agir comme il y a 20 ans. Dans ce cas-là, je souhaite que des instruments soient mis de manière pérenne à notre disposition pour pouvoir travailler. Je crois que c'est ça. J'ai un scénario sous la main que j'ai écrit avec Akafou. C'est notre scénariste habituel qui est là. Et demain, si l'occasion se présente, que je puisse m'exprimer, je le ferai. Le cinéma coûte cher. En guide de solutions pour le remettre sur les rails, l'État a créé l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, au NACSI. Une fois le cinéma est tourné, nous allons les mettre en boîte, prendre l'avion et aller dans d'autres pays, en Europe ou au Maroc, pour pouvoir finaliser le film. Nous devons pouvoir avoir l'expertise, les moyens de maîtriser toute la chaîne de la création cinématographique. Depuis le début de l'année, l'Office du cinéma a géré 20 dossiers, dont 7 longs métrages. Pour atteindre l'autosuffisance en matière de production et être présent sur les grands écrans, il faut 12 longs métrages dans l'année.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est autour de 7 longs métrages par an. Il y a donc un gap de 5 longs métrages à combler si elle veut compter parmi les nations à travers le monde dans les prochaines années. Parler de sexualité et découvrir les différents moyens de contraception, c'est l'objet de la discussion aujourd'hui. Ici, dans le nord-est du Kenya, les habitants ne sont guère habitués à avoir ce type de conversation. Dans la région de Wajir, seuls 2% de la population utilise des moyens contraceptifs, contre une moyenne nationale de 58%. Ces femmes d'origine somalie sont souvent mariées avant 18 ans et connaissent des grossesses précoces qui peuvent entraîner des soucis de santé. J'ai commencé à utiliser le planning familial pour être en meilleure santé et pour que mes enfants soient en meilleure santé. Avant d'espacer mes enfants, j'étais très malade. Au début de ma grossesse, je ressentais des douleurs aiguës et pendant l'accouchement aussi. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Si Safia va mieux aujourd'hui, c'est grâce au programme de sensibilisation lancé en 2014 par l'ONG britannique Save the Children en collaboration avec le gouvernement kényan. Nous les sensibilisons à l'importance du planning familial, à l'importance d'espacer les enfants, aux effets néfastes des mariages précoces et aussi aux conséquences de l'excision. Un véritable défi car dans la culture somalie, une grande famille est symbole de richesse. Ici, une femme donne naissance en moyenne à 8 enfants. Historiquement, dans la culture africaine, les gens ont plusieurs femmes et ils ont de nombreux enfants. Donc ils voient cela comme une idée venue d'Occident, une idée venue de l'étranger visant à limiter leur nombre pour mieux les coloniser. Le programme s'est aussi heurté aux croyances religieuses des habitants, nombreux à penser que le planning familial est proscrit par l'islam. Pour faire face à toutes ces réticences, l'ONG a sollicité l'aide des influents chefs religieux. Chaque semaine, des formations leur sont données et ils vont ensuite répandre la bonne parole dans les villages. Après plusieurs semaines de réflexion et après avoir reçu la bénédiction de son mari, Fatouma a ainsi décidé de se faire poser un implant contraceptif. C'est une décision personnelle d'utiliser le planning familial. Et vu que ma religion l'accepte, eh bien je vais l'utiliser. Comme Fatouma, plus de 3000 femmes ont débuté un planning familial au premier trimestre de cette année. Elles étaient moins de 1400 un an plus tôt. En 2 ans, les résultats du programme de Save the Children sont très encourageants. « 21 000 à 25 000 morts, 4 500 blessés, 1 milliard de dollars de pertes. L'éruption du Nevado del Ruiz, le 16 novembre 1985, à l'origine de la catastrophe d'Armero, est la deuxième éruption volcanique la plus meurtrière du XXe siècle. Ce volcan de Colombie a déversé des larves qui ont englouti partiellement la ville d'Armero à 23h30, tuant près de 25 000 personnes surprises dans leur sommeil. S'élevant à 5 390 mètres dans la cordillère des Andes en Colombie, le Nevado del Ruiz, depuis plusieurs semaines, présentait les signes de son réveil imminent, mais la population n'avait pas été évacuée. S'ajoutera au drame le cas d'une fillette, Omeira, qui, coincée au milieu des eaux, sera filmée par les médias jusqu'à sa mort 60 heures plus tard. La fillette avait 13 ans. Les images avec d'autres encore focaliseront l'attention du monde entier sur ce drame. Une controverse sera déclenchée et on qualifiera le gouvernement colombien d'incompétent qui n'avait rien pu faire pour prévenir la catastrophe. Selon le gouvernement, il y avait eu plusieurs tentatives d'évacuation, mais une violente tempête limitera les moyens de communication. Le Nevado del Ruiz est entré en éruption à plusieurs reprises depuis la catastrophe. Il continue de menacer jusqu'à 500 000 personnes vivant encore dans la vallée.